Bonjour, heureuse de vous compter parmi nous pour un nouveau ZoomInvest. Sujet central ce mois-ci, c'est la Chine. La Chine est toujours considérée officiellement comme économie de croissance, mais en réalité, on voit quand même que l'économie est quand même une économie qui a des éléments d'une économie mature. La Chine est devenue un acteur principal, un acteur mondial, aussi bien au niveau politique qu'au niveau économique. Ceci comprend également des défis, mais également des opportunités. Avec nous aujourd'hui, Baptiste Mézot. Bienvenue, Baptiste. Merci, Marc. Baptiste, il est vrai que la Chine est de plus en plus dans l'actualité ce dernier temps. Pensons déjà aux exercices militaires autour de Taïwan, mais également pas mal d'ambition. Comme ça, ils ont exprimé de rattraper leur connaissance au niveau de la technologie, et même ils ont prétendu qu'en 2022 ou 2030, qu'ils vont être la référence au niveau de l'intelligence artificielle. Selon vous, est-ce que la Chine devient un partenaire dans l'économie ou plutôt une concurrence des pays occidentaux? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la Chine souhaite de plus en plus peser sur la scène internationale, et plus tellement que sur le plan économique, comme c'est le cas depuis plusieurs années, aussi sur le plan géopolitique. Comme vous l'avez mentionné, il y a une rhétorique qui est très agressive sur Taïwan, une volonté de réunification de la Chine continentale avec Taïwan, et on voit cette rhétorique très agressive qui est manifeste. On l'observe par des exercices militaires qui sont faits par l'armée chinoise autour du détroit de Taïwan. Donc ça, c'est un des premiers exemples de leur volonté plus expansionniste que par le passé. Un autre exemple est leur volonté de promouvoir le yuan, leur monnaie locale, comme monnaie pour les transactions internationales. Un des exemples, c'est par exemple les règlements des contrats énergétiques pour racheter le pétrole russe que les Européens ne veulent plus acheter. La monnaie de base était le dollar, et maintenant la Chine a réussi à négocier avec les États-Unis, avec la Russie, que le yuan soit utilisé comme monnaie de référence. Et on voit aussi que les deux pays sont de plus en plus en train de collaborer, et ils l'ont d'ailleurs encore souligné au dernier sommet russo-chinois il y a quelques semaines. Ouais. OK. Comment l'occidental réagit-il à ça? Et en tout cas, les États-Unis, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils veulent garder leur hégémonie d'un point de vue géopolitique et économique. Ils ont cependant assez peur de cette Chine qui devient de plus en plus assertive, qui a des ambitions très importantes et qui se donne les moyens de ses ambitions. On voit notamment que dans le secteur des semi-conducteurs, donc ces petites puces électroniques qu'on voit dans la vie de tous les jours, dans nos smartphones, dans nos ordinateurs, que ces puces vont être amenées à jouer un rôle absolument fondamental dans l'économie de demain, dans les semi-conducteurs, dans Internet des objets, dans l'intelligence artificielle que vous avez mentionné. Et donc, pour les Américains, il est absolument crucial de conserver l'avantage qu'ils ont dans cette technologie de pointe par rapport aux Chinois. Et vu que la politique industrielle chinoise en la matière est très agressive, ils veulent absolument rattraper leur retard par rapport aux Américains. Les Américains se sont dit, OK, on a une manière de couper leur avancée, c'est de limiter l'accès à la technologie américaine en disant aux Chinois, vous n'avez plus le droit d'apporter certaines technologies de chips américaines. Oui. Mais vous parlez des États-Unis, mais on voit la même chose en Europe également. Prenons l'exemple de la société ASML qui ne peut plus exporter ses machines pour fabriquer les nouveaux puces vers la Chine. On voit par exemple que le producteur des téléphones chinois Huawei a été exclu de la technologie européenne et américaine. Et en même temps, plus près de chez nous, il y a le centre IMEC qui est connu pour sa connaissance en technologie, ont coupé vraiment la collaboration avec la Chine. Oui, en effet, cet exemple-là est assez intéressant. Donc on voit que les Chinois ont été forcés de quitter ce centre de recherche qui est absolument à la pointe en semi-conducteurs. Et on voit qu'il y a de plus en plus une logique de confrontation entre, d'un côté, la Chine et de l'autre, l'Occident, donc les États-Unis et l'Europe. Et c'est aussi une confrontation de deux modèles qui sont différents. D'un côté, un capitalisme classique occidental, c'est un capitalisme étatique en Chine, où dans ce modèle, on voit une volonté d'être
autosuffisante qui est très importante. Et on veut essayer de devenir moins dépendant des technologies américaines ou européennes. Et donc c'est pour ça qu'on mène des politiques aussi agressives dans les secteurs de pointe comme l'intelligence artificielle et comme les semi-conducteurs. Cette volonté autosuffisante, elle est d'ailleurs renforcée par le fait que, comme on l'a souligné, que les Américains limitent l'accès de certaines technologies aux Chinois. Donc ça renforce leur volonté d'être moins dépendants de l'Occident et aussi de stimuler leur consommation intérieure, qui est très importante pour la croissance chinoise. Oui. Vous le dites, la relation devient de plus en plus complexe, c'est la moindre ce qu'on peut dire. Au niveau de méfiance, on voit de plus en plus de protectionnisme. En effet, on en voit de plus en plus, et même du côté occidental, où on avait parfois un modèle de capitalisme un petit peu naïf, on voit qu'on parle de plus en plus d'autosuffisance. Donc on a remarqué pendant la pandémie que les Occidentaux étaient quand même souvent dépendants de technologies chinoises, pas tellement de technologies, mais de produits chinois. Et donc le terme d'autosuffisance, on l'entend de plus en plus dans la bouche des Européens et des Américains. Cela dit, je nuancerais quand même un peu le discours, parce que les Américains et les Européens sont quand même conscients que la Chine, ça reste un partenaire qui est très important pour eux. Et donc, il y a quand même une volonté de maintenir, en tout cas au moins du côté européen, une ligne de communication assez directe avec la Chine, notamment pour pouvoir collaborer sur des sujets qui sont d'importance supranationale, comme le réchauffement climatique. On a d'ailleurs vu une visite de la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, et du président Macron à Pékin il y a plusieurs semaines. Donc ça illustre bien qu'ils sont encore conscients qu'ils ont intérêt à collaborer avec les Chinois sur certains domaines. Ouais. Vous le dites, la Chine est toujours un partenaire important, aussi bien sur le plan importation que exportation. Est-ce qu'il y a des industries en particulier qui s'y distinguent ? Oui, par exemple, les Chinois sont vraiment très friands de produits de luxe européens. Par exemple, des produits d'LVMH ou de Hermès sont des produits qui sont vraiment très prisés, ou comme les marques de chaussures Adidas ou Nike. Et on voit que pour les Chinois, ces produits de luxe européens, c'est une manière un peu de briller en société. C'est un des marqueurs sociaux qui sont très importants. Et il est par exemple très chic pour un consommateur chinois de dire qu'il a été dans une boutique parisienne de Louis Vuitton pour acheter un sac très premium. Et ça permet quand ces consommateurs rentrent au pays, de pouvoir se pavaner avec ces produits de luxe européens. Et on voit que de plus en plus de consommateurs chinois qui ont pas mal de pouvoir d'achat, qui ont envie de consommer du luxe européen. Donc c'est un secteur sur lequel on est assez positif chez KBC. Ok. Et un secteur, en effet, qui souffre moins en fait de l'inflation. Ils peuvent maintenir les marges à un très haut niveau. En effet, parce qu'en Chine, on voit que l'inflation, la dynamique est assez différente de la dynamique européenne ou américaine. L'inflation n'est que de 1%, alors qu'aux États-Unis et en Europe, on est à des niveaux bien plus importants. Et donc ça permet à la Banque centrale chinoise d'avoir une politique qui est beaucoup plus accommodante, ce qui est très positif pour l'économie et pour les marchés actions chinois notamment. Donc d'un côté, vous avez l'inflation qui est moindre, d'autre côté, il y a également l'évolution économique. Nos économistes prévoient une croissance pour les pays occidentaux de plus ou moins 1%. Je crois ou je suppose que la croissance économique en Chine est beaucoup plus élevée que ça. En effet, on a parlé pas mal ces dernières années d'un ralentissement de la croissance chinoise, mais il est tout relatif. Par exemple, on parlait de taux de 10% par le passé. Là, on voit les économistes s'attendent à une croissance de 5% pour les 2 prochaines années. C'est des taux qui feraient rêver les Occidentaux. Donc il faut quand même nuancer ce discours de ralentissement de la croissance. Et la croissance chinoise est vraiment stimulée par le consommateur chinois qui avait beaucoup épargné par le passé, une épargne de précaution. Et maintenant, on voit qu'ils sont de plus en plus à même à consommer de façon importante, ce qui stimule la croissance chinoise. Retournons un peu au début de l'année, où tout d'un coup, la Chine a annoncé de libérer toutes les restrictions qu'on a impliquées pour le Covid. Une réouverture de l'économie chinoise. Qu'est-ce que vous voyez comme résultat pour l'économie mondiale ? En tout cas, l'espoir de beaucoup d'investisseurs, c'est de dire que cette reprise de la croissance chinoise pourrait éventuellement calmer des craintes de récession
aux États-Unis ou en Europe. Mais ce qu'on voit principalement pour le moment, c'est que cette croissance chinoise est boostée par la consommation, comme on vient de le souligner, et que globalement, il y a encore des faiblesses dans la croissance chinoise. Le secteur de l'immobilier qui a beau être stimulé par le gouvernement pour compenser les effets de la crise immobilière qu'il y a eu en Chine l'année passée. Donc on voit qu'il y a encore certaines fragilités et que dans le chef des investisseurs étrangers, il y a encore une certaine, pas toujours prêt à investir de façon massive en ce moment en Chine. On voit également une réglementation qui est assez stricte. Quel est le résultat de ça? En fait, on a vu une politique en matière de régulation technologique en Chine assez agressive en 2021, notamment la régulation des entreprises comme Tencent ou Alibaba, ce qui a beaucoup pesé sur les cours de bourse de ces deux entreprises. Et maintenant, on entend un discours plus rassurant du côté de Pékin en disant que voilà, on va être moins amené à réguler ces entreprises. Mais du côté de KBC, on reste quand même assez prudent. On attend de voir des actions concrètes du côté de Pékin avant de devenir très optimiste sur le côté régulation en Chine. Ok. Faisons un peu le pont vers nos portefeuilles d'investissement. Selon vous, est-ce que le marché chinois est une opportunité pour les investisseurs? Oui, en effet, parce qu'on regarde par exemple des boîtes comme Tencent ou Alibaba, ce sont des entreprises qui traitent à des multiples qui sont plus faibles, voire beaucoup plus faibles que leurs homologues big tech américaines. Donc ça présente des opportunités. Mais d'un côté, ça traite à des multiples plus bas. Il y a aussi des raisons. Il y a eu les craintes des investisseurs que les entreprises chinoises seraient amenées à ne plus pouvoir être listées à Wall Street aux États-Unis. Donc ça a pesé sur les cours de bourse. Cela dit, il faut quand même garder à l'esprit que c'est des boîtes qui sont amenées à avoir des taux de croissance importants dans les années à venir. Donc il y a certainement des opportunités en Chine en ce moment. Okay. Et on ne peut pas être aveugle pour les opportunités non plus. Effectivement. Okay. Merci beaucoup pour vos explications, avec plaisir. Cher Baptiste. Alors, chers clients, j'essaierai de récapituler. La Chine est devenue quand même un acteur mondial, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique. La Chine est également une économie avec la plus grande croissance dans le monde entier et est même la base pour pas mal de firmes qui sont vraiment des firmes avec pas mal de potentiel. Ça, c'est la raison pour laquelle on voit la Chine comme une bonne diversification dans certains portefeuilles, sans oublier naturellement les risques. Merci d'être avec nous. Je vous invite, on se donne rendez-vous déjà le mois prochain pour un nouveau Zoom Invest.